Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous parlons du développement des 145 territoires de la RDC. Et aujourd'hui, nous revenons pour répondre aux nombreuses questions que vous nous avez posées avec Monsieur Dieudonné Bifoumano. Bonsoir. Bonsoir. Et nous essayerons avec vous aujourd'hui de répondre aux questions autour de l'organisation dans l'exécution de ce projet. La cartographie des risques, vous avez insisté là-dessus, mais également d'autres questions ont été posées autour des priorités proportionnelles aux différents territoires dans notre pays parce que nos territoires ne sont pas les mêmes. Alors, je voudrais bien qu'on attaque déjà sur les priorités. C'est comme un téléspectateur qui nous appelait très loin là-bas dans le Haut-Katanga, disons que le projet, par exemple, de construction de maisons préfabriquées, s'il faut parler des priorités ou surtout bien de la durabilité par rapport à notre climat, ce n'est pas une nécessité. Vous êtes aussi un peu plus d'accord pour ça? Non, je ne vais pas d'emblée dire je suis d'accord ou pas. C'est ainsi quand je répète toujours que ça devrait être la conclusion d'une réflexion. C'est-à-dire la réflexion devait partir d'où? Est-ce que nous avons besoin de maisons? Faut-il en faire une priorité? S'il est établi qu'il faut en faire une priorité. Non, mais quand vous parlez de besoin de maisons, Kinshasa par exemple, on a bien besoin de maisons. Et alors, un projet dans le sens d'investir dans le domaine de l'habitat, immobilier aussi, c'est... Non, je n'en disconviens pas. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin de maisons. Mais la réflexion doit être méthodique. Première question, est-ce qu'on a besoin de maisons? Kinshasa, on dira oui, on a besoin de ça. Là aussi, au Katanga, on a besoin de ça. Peut-être dans leur territoire, on peut aussi dire qu'on a besoin de ça. Ça, c'est la première chose. Si on a besoin de ça, quel type de maison serait souhaitable ou serait conseillé? Maintenant, on évalue. S'il n'y a pas de ciment là-bas, il n'y a que le sable, mais la démarche serait différente. On parle de maisons préfabriquées. Justement, ça veut dire que nous avons quand même l'expérience des maisons préfabriquées. Les Belges nous ont légué des maisons préfabriquées. Mais il faut maintenant analyser. Ça également. Mais si la construction des maisons préfabriquées coûte moins cher par rapport aux autres maisons, s'il faut importer par exemple des sacs de ciment, dans ce territoire-là, le sac de ciment viendra d'où? C'est ce qu'on va voir. Si on estime que non, en faisant la balance, construire une maison normale avec les matériaux locaux, parce qu'on peut aussi trouver les matériaux locaux, comme on ne peut pas en trouver. Sinon, ce sont des chaumes qu'on va trouver comme tôles, par exemple. Les tôles, il faut les importer. Parce il faut aller les chercher très loin. Bon, maintenant, quand on fait cette analyse, on se rend compte que pour construire une maison ne fût-ce que de 5 sur 10 mètres, donc nous aurons besoin d'autant avec les matériaux locaux. Et puis, on compare les préfabriqués coûteront combien. C'est à la fin qu'on dira oui, en tout cas, autant prendre les maisons préfabriquées plutôt que les maisons avec les matériaux locaux, ou bien autant prendre... Non, le facteur prix aussi peut jouer dans la... Doit jouer en principe. Okay. C'est-à-dire, c'est quand on fait la comparaison, une maison préfabriquée de 5 sur 10 coûte autant. Et une maison construite avec les matériaux locaux coûte autant. Même dimension. Nous parlons prix, mais également l'efficacité. Prix, on tient compte de tout ça. Prix, qualité. Ça peut être moins cher. Nos maisons avec les matériaux locaux peuvent être moins chères. C'est comme Goma est construit en partie avec des maisons en bois, par exemple. Et ça passe. Mais justement, maintenant la durabilité. Quand vous avez des maisons en bois, c'est pour combien de temps? C'est tout ça maintenant qu'il faut voir. Est-ce que la qualité de ces maisons-là est une bonne qualité? Est-ce que ce sont des maisons vraiment fiables? On peut compartimenter la maison en disant, bon, les enfants auront leur chambre, et ainsi de suite. Est-ce que c'est faisable? C'est bien faisable? Si c'est oui, mais on tient compte qualité, prix, et puis on décide. Et surtout si l'objectif est d'améliorer la qualité de la vie de nos populations, donc tous ces paramètres doivent être pris en compte. Entrer en ligne de compte. On ne doit pas seulement répondre pour le plaisir de répondre, mais on doit tenir compte de tout ça
À vous de décider. Alors, un autre téléspectateur, lui, bon, beaucoup d'ailleurs sont revenus sur l'agriculture. Il disait que l'agriculture n'est pas du tout une priorité pour... Là, je prends une partie des, des questions de nos téléspectateurs qui disaient que l'agriculture n'est pas du tout une priorité parce que déjà, nous produisons, mais malheureusement, c'est peut-être l'acheminement, la redistribution dans les grands centres de consommation qui pose problème. Est-ce que l'agriculture reste toujours une priorité ou sinon priorité des priorités? Parce que vous également, à un certain moment, vous avez même des projets autour de l'agriculture. Vous avez parlé du mariage agricole. Est-ce que l'agriculture, c'est une impérativité pour nous dans des grands projets, surtout des investissements publics? Oui, ça dépend de ce qu'on veut aussi là-bas. Si on veut tout simplement nous limiter, si nous voulons nous limiter simplement à l'agriculture vivrière, pour que les gens mangent, les gens du milieu, du lieu mangent, là c'est autre chose. Mais sinon, l'autosuffisance alimentaire, c'est le premier objectif pour tout producteur agricole. Mais non, l'autosuffisance alimentaire, quand on parle, quand dans un pays, on parle de l'autosuffisance alimentaire, c'est que ce que vous produisez doit suffire à la population, toute la population du pays, pas seulement pour celui qui produit, pour tous les pays. C'est-à-dire qu'on ne doit plus importer les riz parce que les riz que nous produisons est suffisant. On ne doit plus importer des farines de maïs parce que ce que nous produisons ici est suffisant. C'est ça l'autosuffisance alimentaire. Mais maintenant, pris individuellement, parce que quelqu'un qui est dans un village, qui mange normalement, qui ne crève pas de faim, et quand il mange quoi? Sur 50%, ou plus de 50% de ce qu'il mange provient de la cueillette. Mais est-ce que vous allez demander à ce villageois de travailler, je ne sais pas comment, non. Mais quand on veut qu'il travaille, et puis travailler doit rémunérer, on doit tenir compte de cette rémunération. Donc il faut faire la part des choses entre l'agriculture vivrière et l'agriculture qui peut nous servir à exporter, par exemple, le produit de cette agriculture. Pas nécessairement exporter, mais l'agriculture qui peut payer son auteur. Mais au niveau d'abord de l'organisation, nous avons un code agricole chez nous, mais malheureusement, les fruits autour de cet instrument juridique aussi important ne semblent pas être palpables sur tout le territoire national. Et est-ce qu'on peut parler aussi d'une manque d'organisation dans le domaine de l'agriculture, entretenu par moment par l'ignorance ou bien la négligence au niveau des dirigeants? Donc, il y a insuffisance notoire de la politique agricole dans notre pays. Nous avons un code. Insuffisance notoire. Nous avons un code. Mais ça, c'est un papier, le code. Dans le papier, on a repris les intentions, et c'est tout. Mais est-ce que l'agriculture peut-elle bien évoluer avec les simples intentions? Non, mais déjà, le cadre juridique est là. On peut dire qu'écoutez, ce qui reste, c'est d'appliquer tout simplement. Non, l'agriculture, c'est autre chose. Comment vous expliquez? L'agriculture, il faut planter. Mais il ne faut pas seulement écrire, parce qu'en écrivant, on n'a pas planté. Mais il faut planter. Il faut organiser, il faut élever les bêtes, il faut planter tous les arbres, tous les légumes, il faut planter. Il faut remuer la terre pour obtenir un résultat. Ce n'est pas en imprimant, même si on imprimait un code agricole pour chaque Congolais, 100 millions, on distribue. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Mais quand il y a une bonne politique agricole, on sait que c'est lui qui veut investir dans tel domaine va faire ça et ça et ça. Est-ce que les Congolais, d'abord, ils ont ce souci-là d'investir dans le domaine agricole? Pour la plupart des Légitimement. Congolais, lorsqu'ils ont un peu d'argent, c'est Dubaï, c'est la Chine, c'est des pays où nous allons importer d'autres produits qui est d'investir dans l'agriculture. Est-ce que c'est une culture de ne pas s'intéresser? Nous sommes acculturés par rapport aux investissements dans le domaine agricole, ou sinon c'est que nous avons notre tête ailleurs et non dans l'agriculture? Nous avons notre tête ailleurs et non dans l'agriculture. Parce que si nous avions notre tête au niveau de l'agriculture, la Côte d'Ivoire ne serait jamais le premier producteur de cacao.
Jamais. Comment vous dites jamais? Mais oui, parce que la Côte d'Ivoire a une dimension limitée. La Côte d'Ivoire par rapport au Congo, je crois, je ne sais pas, si la France est 4 fois le Congo. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'État qui cultive, mais ce sont les particuliers, les citoyens. Justement, c'est-à-dire la politique agricole menée par ce pays-là dans le domaine du cacao a fait que la Côte d'Ivoire devienne le premier producteur de cacao du monde. Pas d'Afrique, du monde. Ça prouve quoi? Ça prouve que ceux qui peuvent avoir, ceux qui ont beaucoup d'étendue, qui pouvaient produire plus que la Côte d'Ivoire, ne le font pas. Or, quel est ce pays-là en Afrique qui peut, à part le Brésil au monde? C'est le Congo. Par rapport au climat, il n'y a que le Congo qui peut dire, bon, moi je vais dépasser la Côte d'Ivoire dans 5 ans. Il suffit que nous ayons une bonne politique agricole. La Côte d'Ivoire ne sera plus le premier producteur de cacao. Vous parlez de politique, mais il ne faut pas oublier aussi les investissements. Mais d'abord, cette politique-là d'abord. Parce que dans la politique, on va parler des investissements. Mais la politique, nous l'avons. C'est notamment le cadre juridique. Non, le cadre juridique, c'est rien. C'est-à-dire, le cadre juridique, c'est quoi? C'est le moule juridique d'une volonté politique. Maintenant, quand vous avez une volonté politique qui se limite simplement à avoir un cadre juridique, est-ce que pour que nous puissions chercher des voies et moyens et devenir premier producteur du cacao au Congo, on a besoin d'un cadre juridique d'abord. Conditions, cadre juridique. Mais non, il faut simplement inciter les gens, donner des facilités à certaines personnes pour qu'ils produisent, c'est tout. Même pour le café. Et dans tous les domaines, que ce soit le poisson, c'est la même logique. Mais on cherche des investissements. Nous avions une banque agricole à un certain moment. Mais ça servait à quoi? Pourtant, l'idée était très bonne. Et tout ça, c'est parmi des choses qui comptent. Et les banques, ce n'est pas l'État peut organiser les banques, mais ce n'est pas l'État qui va investir dans une banque agricole, par exemple. Mais la première banque que nous avions ici au Congo, la BCA, Banque de crédit agricole, elle existait. Mais c'était une banque de l'État. Elle a existé. Mais où est-elle? C'est tout simplement parce que c'est comme si on a créé quelque chose pour brandir aux gens que nous avons une banque agricole. Mais en réalité, on n'a pas respecté, on n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Parce que si on avait le cœur à l'ouvrage, cette banque-là, parce que quand on accorde un crédit à quelqu'un pour qu'il fasse le commerce général, c'est différent d'accorder un crédit à quelqu'un pour qu'il fasse l'agriculture. Ça ressemble à une banque d'investissement. Mais justement, et c'est différent aussi quand on accorde un crédit à quelqu'un pour l'immobilier. Donc, ces domaines-là sont spécifiques. De sorte que quand une banque agricole accorde un crédit à un agriculteur, donc ils tiennent compte de toutes les dispositions sur le plan agricole. Parce qu'on peut avoir sécheresse, on peut faire ceci. Donc, on tient compte de ces spécificités-là. Mais si on ne tient pas compte peut-être, je ne sais pas pourquoi la banque avait fait faillite, mais certainement qu'il n'y avait pas de rigueur dans l'octroi des crédits, par exemple. Alors, maintenant, si on avait une politique agricole, on ne doit pas manquer une banque agricole. Mais par exemple, le chef de l'État disait que le Congo, nous devons relever le défi de valoriser le sol par rapport au sous-sol qui a pris tout son temps pour nous fournir les moyens dont nous avons besoin. Et cela, c'est une bonne vision, mais la concrétiser, ça prend du temps. Mais c'est ce que nous vivons. L'idée est là, mais qu'on la concrétise. Et si nous avions une bonne politique agricole, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Vous voulez investir dans les mines à partir de 100 millions? Ok, investissez, même à partir de 50 millions. Mais contribuer, ceux qui veulent contribuer, par exemple, pour la création d'une banque, prenez 5 millions ou 10 millions, contribuez, ayez des parts sociales, par exemple, dans une banque agricole. Comme ça, vous faites vos mines, vous faites ce que vous voulez, mais au moins on vous oblige à disponibiliser 10 millions comme investissement dans le domaine agricole. Et vous donnez ça à une banque pour gérer. Et ce n'est pas gratuit. Mais ce que vous donnez, ce n'est pas gratuit. C'est une banque de crédit. Mais c'est un crédit qu'on octroie dans le domaine agricole. Il n'y a que ça comme différence. Vous venez ramasser les mines ici. C'est bon.
et l'agriculture, rien. Ça ne vous dit absolument rien. Alors, dans ces conditions, ça c'est une petite idée simplement. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, nécessairement. Mais c'est pour créer cette banque. Or, le domaine minier peut justement contribuer à créer cette banque-là. Vous croyez que si aujourd'hui on exigeait aux miniers, non pas que de faire un don à l'État pour que l'État ait une banque agricole, mais on demande à ces miniers d'être actionnaires. Vous avez beaucoup vous brassez des millions de dollars, soyez actionnaire à une banque agricole. On peut même me dire, bon, 10 sociétés, chacun... Mais donne, à qui, on est actionnaire. à qui donnera-t-on cet argent-là? C'est à des agriculteurs que nous allons rassembler sans passion? Non. C'est-à-dire quand vous avez une banque agricole, maintenant... Parce qu'il faut craindre aussi le scénario de Bukangalonzo, par exemple. L'État a mis de moyens, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Non, là, c'est autre chose. Non, mais c'est pas autre chose. C'est que l'État a boosté un projet dans le domaine agricole, mais ça n'a pas marché. Et c'est pas peut-être parce qu'aussi les opérateurs privés qui ont pris la gestion de ce projet en main n'ont pas eu conscience de l'investissement, ou sinon ils ne sont pas rodés dans le domaine. Ça, il ne faut pas aussi le craindre. Non, non, mais justement, si nous avions une bonne politique agricole, on n'arriverait pas à ça. Parce que la bonne politique allait obliger d'abord de bonnes études. Et s'il y a faillite, c'est qu'il y a un événement grave qui arrive dans le pays pour causer cette faillite-là. Entre autres, la sécheresse ou bien des inondations exceptionnelles. Mais sinon, à cause de la mauvaise gestion, simplement, on n'arriverait pas à une faillite comme ça. C'est brutal. Donc ça prouve que ce projet-là n'a pas bénéficié d'une très bonne étude en amont, ou peut-être les études avaient été bien faites, mais il y a des aspects qui n'ont pas, d'autres n'ont pas tenu compte. Sinon, on ne doit pas expliquer. On peut pas je expliquer. voulais poser une question simple. Ouais. Est-ce qu'au Congo, nous avons des producteurs agricoles professionnels qui ont le cœur à l'ouvrage? Ne me direz pas que ça n'existe, il n'existe pas. Non, mais c'est la question. Mais ils existent, bien sûr. Ah, nous en avons? Mais des bien vrais sûr. C'est-à-dire, ne prenez pas qui peuvent mettre l'État au défi, et pour eux, l'État pourrait créer alors des moyens, exiger peut-être aux entreprises, aux investisseurs dans le domaine minier de leur accorder des moyens en créant une banque. Est-ce que nous en avons vraiment qui ont le cœur dans ça? Mais ils existent nombreux. Mais ils sont où? Mais justement, c'est-à-dire, ils ne sont pas visibles parce qu'ils ne sont pas encadrés. Comment les Justement, encadrer? parce que si la banque était là, vous mettez vos conditions. Ce n'est pas un don qu'on donne aux gens. Qu'est-ce qui se passe ici? L'État parvient à acheter des tracteurs. Et ils font des dons pour ces tracteurs-là. Mais à qui ils les donnent? À des gens qui vont commencer à transporter le sable avec les tracteurs, de l'eau avec les tracteurs. Est-ce qu'on s'est donné ça pour ça? Donc ça prouve que la politique agricole n'est pas bonne. Mais si on donnait ça aux gens qui peuvent se débrouiller, on dit, bon, vous, si vous réellement vous voulez produire, voici les tracteurs qu'on vous donne à crédit, voilà les conditions. Mais il y aura moins d'aventuriers qui viendraient prendre les tracteurs, parce qu'ils savent que c'est à crédit. Et la conditionnalité peut être adaptée à notre évolution, à notre pouvoir d'achat. Mais il y aura des gens qui viendront prendre. Donc ne minimisez pas ces gens-là. Ils existent, ils sont très nombreux. Mais c'est un manque d'encadrement. Comme dans les domaines des affaires. Vous croyez que s'il y avait des banques qui accordaient facilement des crédits aux gens, il n'y aurait pas beaucoup d'hommes d'affaires dans notre pays? Ils seraient très nombreux. Mais malheureusement, vous avez un bon projet, mais vous ne savez pas par où commencer. Et quand vous allez dans une banque, d'abord, la conditionnalité est telle que vous vous sentez incapable. Donc c'est ça le problème. C'est la politique agricole qui va déterminer tout ça. Quand je dis par exemple aux miniers, bon, c'est comme à l'époque de Mobutu. On demandait à la GECAMIN d'avoir aussi une GECAMIN de développement qui s'occupait de l'agriculture. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais parce que le mode de gestion de la GECAMIN de développement a subi la mauvaise influence de l'autre GECAMIN. Conséquence, tout est tombé en faillite.
Mais si, par exemple, on demandait aux miniers, Jekamine, Tenke Fungurume, Mutanda Mining, Shemaf, tout ça, on prend même 10 sociétés, 20 sociétés minières. On leur dit, ne faites pas un don. Organisez-vous, créez une banque agricole. Chacun donne 5 millions comme apport et que la banque peut commencer avec 50 millions de dollars. Mais elle va exister. Et la banque, on ne dit pas qu'on donne des crédits comme ça. Il y a une conditionnalité. On est strict. Avant de venir, il y a une équipe qui étudie très bien si ce que vous proposez. Vous savez, les crédits d'investissement dans le domaine agricole, c'est un domaine où il faut beaucoup plus patienter pour les banques parce que les délais de remboursement ne sont pas les mêmes. Vous venez de la raison pour laquelle il faut une banque agricole. Là, au moins, la banque agricole va adapter sa conditionnalité par rapport au domaine. Mais pourquoi nous n'avons pas de banque de crédit immobilier ici au Congo? Mais c'est parce que pour avoir une banque de crédit immobilier, il y a une conditionnalité. Parce qu'on ne rembourse pas un crédit immobilier en 5 ans, 10 ans. Non, ça parle même à 20 ans. D'où la banque doit être patiente pour attendre son argent. Mais maintenant, comme notre loi n'est pas encore adaptée pour ce type de crédit, on n'en trouve pas. Alors, je voudrais qu'on clôture ce sujet autour de l'agriculture. Vous confirmez que l'agriculture fait partie des priorités qui peuvent alors étoffer le projet de développement des 145 territoires? Oui, l'agriculture est un domaine important. Vous voyez, peut-être dans nos différents territoires, il y a des gens qui peuvent dire, nous produisons beaucoup, mais c'est un problème de route. Donc, vous n'allez pas demander à un territoire où l'on produit beaucoup de maïs à produire encore davantage. Non. Vous devez d'abord les aider à évacuer ce qu'ils produisent. Quand ce qu'ils produisent est évacué, c'est alors que vous constaterez, ils produisent seulement 100 000 tonnes par an. Nous sommes parvenus à évacuer les 100 000 tonnes sans problème. On a encore besoin de plus que ça. C'est alors qu'on peut dire, bon, vous augmentez votre production à 130 ou 150 000 tonnes. C'est ça l'étude qui doit nous amener à ça. Mais si on a besoin de maïs, dans le Kasaï par exemple, ce sont des grands consommateurs de maïs. Mais les maïs doivent venir de l'Afrique du Sud, les maïs doivent venir du Katanga ou de la Zambie. C'est là où on doit dire, bon, comme la consommation de maïs est très importante ici, même si le maïs ne sortait pas du territoire, mais en interne, on peut consommer. Alors maintenant, on trouve la solution où on fait des propositions pour que le maïs soit bien produit là-bas. Donc, ce sont des analyses. Donc, j'insiste sur cet aspect. La réflexion, on ne doit pas la négliger. Et c'est vrai que dans la région du Kasaï, par exemple, mais aussi le Katanga, on consomme bien, alors, beaucoup le maïs. Et la production? Est-ce qu'ils produisent beaucoup de maïs? Mais nous avons aussi des zones qui produisent, en fait, des terres pour produire le maïs dans ces provinces-là. Nous en avons quand même. Mais bien sûr, partout, à travers le pays, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas planter le maïs dans les grands Bandundu, à l'Équateur, partout où l'on veut planter le maïs, on va le planter. Et maintenant, c'est parmi les produits qui coûtent cher au Congo. C'est tout ça. Et ça, c'est un scandale quand même. Mais c'est ce qui est regrettable. Et lorsque nous l'importons aussi de très loin, Afrique du Sud, voilà, de telles choses. Est-ce que l'Afrique du Sud pouvait nous vendre le maïs? Si nous avions une bonne politique, est-ce que nous allons nous permettre de l'acheter le maïs en Afrique du Sud? Non. Parce qu'on en produirait tellement en grande quantité que la consommation locale allait être insignifiante. Donc, la demande allait être faible par rapport à l'offre et soit qu'on conserverait encore mieux le maïs ou on le vendra ailleurs. Et c'est comme un téléspectateur disait aussi, notre État a parfois du mal à encourager les producteurs locaux, tout simplement, parce qu'il vient avec, par moments, des taxes, des impositions qui sont exorbitantes. Ça aussi, vous le savez, non? Donc, les problèmes des impositions, je ne peux pas les confirmer d'emblée. Parce qu'il faut d'abord voir la nomenclature des impôts, des taxes exigées à ces gens-là. Mais vous savez que chez nous, nous sommes l'un des pays où on parle de tracasserie fiscale. Ça, vous le savez, non? Oui, mais voilà justement des éléments de l'ignorance, des illusions. Voilà des illusions. Mais pourquoi on parle de tracasserie? Mais parce que c'est lui qui devrait payer
refuse de payer ou ne sait pas qu'il doit payer. Maintenant, quand on lui rappelle que vous devez faire ceci, il crie maintenant... Non, mais il existe aussi une sorte de désordre dans l'organisation de nos services d'assiette. Vous pouvez ouvrir votre petit commerce chez vous. Aujourd'hui, vous serez buté à plusieurs services de l'État qui viennent vous réclamer des impôts, des taxes, mais vous verrez que même leur façon de faire n'est pas coordonnée. Vous êtes étonné que la commune vous réclame quelque chose, la municipalité, la ville, et plus loin encore, les grandes régies financières. Et il n'y a pas une sorte de coordination au niveau de la mobilisation de ces recettes auprès des contribuables. Mais en ce moment-là, ils ont quand même raison de dire que non, écoutez, nous ne sommes pas mis à l'aise dans notre propre pays pour investir et surtout pour faire le commerce, par exemple. Ça, c'est vrai, vous le savez. Il y a deux choses. Première chose, nos services ne sont pas bien organisés. Tous nos services de l'État. Et alors? Aucun n'est très bien organisé. Aucun. Ça, c'est un. Donc, le désordre qui peut découler de ce manque d'organisation est normal, existe. Ça, Et comme conséquence, la tracasserie aussi. D'abord ça, le manque d'organisation, oui, l'insuffisance d'organisation. Nous parlons aussi de leurs conséquences. A plusieurs conséquences. Maintenant, en face de cette mauvaise organisation ou de cette insuffisance d'organisation, en face, nous avons des ignorants, des têtus, des gens qui soit ils connaissent mais ne veulent pas, soit ils ne connaissent pas. Maintenant, ce désordre au niveau des services se nourrit de l'ignorance de tout ce monde-là. Conséquence, c'est le désordre partout. On ne peut pas s'attendre à un résultat fiable. Même la collecte des taxes, la collecte des impôts ne peut pas être très fiable. Mais ça, nous le disons toujours. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Donc, tout en organisant, tout en bien organiser les services, on organise bien les services. Pendant qu'on organise bien les services, on doit aussi expliquer, sensibiliser ceux qui doivent payer, la population, pour que, face à cette sensibilisation, la population est informée, suffisamment informée de ce qu'elle doit faire. Ça, c'est l'idéal que vous proposez. Mais non, attention, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est le normal. Oui, voilà. Parce que nous sommes en deçà du normal. Voilà. Arrivons le fisc au niveau du normal, voilà, avant de parler de l'idéal. Au niveau formel et normal, mais entre-temps, ce que nous vivons, c'est cela, la tracasserie. Et la population a raison de dire qu'écoutez, on est traqué. Non. On n'est pas encouragé non, à c'est-à-dire, on ne peut investir. pas dire ça comme ça. Raison pour laquelle je n'ai pas des illusions. Vous voyez, quand on fait la réflexion, il faut voir tous les aspects. Quand un peuple qui ignore, qui est têtu, qui refuse ce qu'elle doit faire, le peuple ignore ce qu'il doit faire. Maintenant, quand quelqu'un vient lui rappeler, soit avec force, ce qu'il doit faire, ça devient une tracasserie. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut apprécier ces choses-là. Quand vous dites, ah non, comme les services ne sont pas organisés, ils viennent faire la tracasserie auprès de nos populations. Non. C'est vous, population, qui êtes ignorants ou qui êtes têtus, raison pour laquelle vous considérez que ce qu'ils font, c'est la tracasserie. Alors, ceux qui viennent tracasser, mais c'est parce qu'ils se nourrissent de votre comportement ignorant ou votre comportement de têtu, raison pour laquelle ils font ça. Maintenant, il faut, au niveau de l'État, on doit chercher cet équilibre-là pour que les uns soient bien organisés et les autres soient mieux sensibilisés. Comme ça, quand quelqu'un vient avec un désordre, un service qui vient avec un désordre, fasse un contrôle, tu connais bien ses droits et ses limites. Mais il aura le courage de dire que non, vous, ce que vous faites, ce n'est pas ça. Voici ce que dit la loi. Alors, mais comme il y a un désordre à tous les niveaux, donc nous partageons dans les désordres, on s'entrecuse inutilement, au lieu de fournir un effort d'organiser bien les choses. Parce que nous parlons de l'organisation. Dans l'exécution de ce projet, un téléspectateur disait par exemple qu'il n'était pas opportun aujourd'hui de développer d'investir dans tous les 145 territoires, mais plutôt de créer des zones économiques spéciales, viables. Ça, il a aussi raison.
Non, Comment vous il expliquez? n'a pas raison. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal que, par exemple, on dise pour par exemple, on prend le domaine agricole. Nous voulons devenir un grand producteur de cacao. Ah, je vois, Par vous, exemple. vous voulez bien qu'on rivalise la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un domaine important parce que la consommation de cacao dans le monde, c'est inévitable. Le café, cacao, c'est inévitable. Alors maintenant, on se pose la question, dans quelle partie du pays on peut privilégier le cacao ou le café? C'est l'Est, l'Ituri, le Beni, partout là-bas, c'est là où Le café, ça marche le mieux. Non, même dans le Mayom, ça marche très bien. Mais déjà là-bas, nous avons des coopératives, nous avons des Mais c'est Congolais, ça, des justement. compatriotes qui connaissent bien les Bon, affaires. dans ce justement, domaine. maintenant c'est quand on dit, pour le moment, privilégions d'abord la partie est du pays. On dit aussi par moment que la guerre que l'on vit dans ce coin-là, c'est dû aussi à ces Tant produits mieux. agricoles, par Donc, exemple. quelles que soient les causes de la guerre, mais on dit privilégions là où il y a déjà beaucoup de plantations de café, par exemple. Maintenant, dans un premier temps, on peut créer une zone de ce côté-là. Parce que si on dit qu'on égale d'abord, dans le Congo central, on peut se produire du café, mais ce n'est pas autant qu'en Ituri, par exemple. Maintenant, si on dit non, qu'on produise le café dans le Congo central pour égaler l'Ituri, pour créer une zone industrielle ou une zone, je ne sais pas comment, là, c'est une erreur. Mais en Ituri, ils sont déjà suffisamment avancés. On leur donne la possibilité d'avoir une zone. Là, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, dans chaque territoire, il faut qu'il y ait des bases, des socles. Dans notre territoire, nous avons 10 domaines où nous devons nous développer. Mais compte tenu des moyens, nous commençons par 2 ou 3. Là, c'est tout à fait normal. Donc, on ne peut pas dire que tous les territoires doivent commencer avec les mêmes domaines ou prioriser les mêmes domaines. Non. Donc, chaque territoire peut se dire, moi, dans mon territoire, en tout cas, je préfère faire ça et ça et ça. Mwanda, par exemple, le territoire de Mwanda. Mais vous n'allez pas dire au territoire de Mwanda, aux gens de Mwanda, privilégier le café. Mais l'océan est là. Mais on peut dire privilégier la pêche dans l'océan. Ceux qui sont au bord du lac Tanganyika, on peut leur dire ça aussi. Avec de vrais investissements. Mais justement. Des investissements publics. Mais c'est ça. De sorte que, quand on a besoin du poisson, on n'a pas à aller dire au Kasaï, produisez-nous du poisson. Et on voudrait avoir, dans un premier temps, à l'avenir, ils peuvent aussi avoir des étangs, il y a des grandes rivières, ils peuvent aussi élever les poissons là-bas. Mais commencer par là, ça serait une erreur. Voilà la réflexion qui doit être faite pour qu'on dise, c'est territoire par territoire. La réflexion ne doit pas se faire in globo. Là, ce serait une grosse erreur. Mais territoire par territoire. L'Ouozi, par exemple. Mais c'est un grand producteur d'haricots. La vallée de Nkundi qu'ils ont là-bas. Mais c'est la deuxième vallée après la Ruzizi du pays, du point de vue grande étendue et du point de vue fertilité. Et vous allez demander par exemple aux gens de l'Ouozi, produisez on va maintenant planter des gros arbres de Kambala, comme ça, d'ici 50 ans, on aura beaucoup de bois à vendre. Non. Là maintenant, on dira ici, privilégions par exemple la culture d'haricots. Il y a déjà BAB qui produit les riz. Moderniser BAB, renforcer BAB. Donc c'est ça qu'on doit... Si par exemple la production de l'ose peut aider avec les riz, les riz de Bumba, c'est de très bonne qualité depuis longtemps. Mais Bumba ne doit pas privilégier d'autres cultures. Ils sont déjà dans les riz. Ils ont même des infrastructures. Mais on doit privilégier ça. S'il faut redynamiser la production de Bumba en riz, on doit le faire. C'est comme ça qu'on doit évoluer, territoire par territoire. Comme ça, maintenant, quand nous avons des bases dans chaque territoire, et on va maintenant prochainement ajouter, parce que ce n'est pas le dernier fonds que le gouvernement va allouer au territoire. Dans un premier temps, on commence, on a des bons socles. La deuxième fois, peut-être une année après ou 2 ans après, il y a encore un autre montant qui sera alloué au territoire. On va ajouter. C'est comme ça qu'on doit évoluer. Et puis l'appétit venant en mangeant, mais les territoires eux-mêmes, ou les individus, les habitants des territoires, vont aussi commencer à réfléchir.
Nous sommes dans les... On a déjà lancé, dans le cadre de la SODEMA, le projet Mankondo, c'est-à-dire les bananes. Bananes plantains comme bananes fruits. Mais qui a soutenu ce projet? Non, mais il faut les bananes, on ne les produit pas parce qu'on ne les produit pas pour les garder longtemps sans avoir des industries qui doivent accompagner leur transformation. La banane se consomme d'abord. Si, prenons le cas de Kinshasa. Quand, quand on vend les bananes plantains ici, on les vend en grande quantité. C'est pour quelle consommation? Ce n'est pas pour la consommation de nos frères, peut-être Anjili ou une famille qui habite, par exemple, Massina, qu'elle se permette de manger d'une façon régulière la banane pour que les enfants se rassasient. Non. Actuellement, c'est parmi les produits de prestige ici, à Kinshasa. Et pourtant, ça ne devait pas être. Justement. Maintenant, et pourquoi c'est un produit de prestige? Mais parce que dans les grands restaurants, vous allez au Grand Hôtel, au Pullman, je ne sais pas quel Grand Hôtel, vous pouvez trouver les bananes plantains. Alors, mais malheureusement, on réserve ça à une certaine classe. Alors que si on produisait ça en grande quantité, ça devient un produit courant. Toute personne, même un enfant, toutes les familles peuvent dire bon. Et nous avons la possibilité de le faire. Mais justement. Pas loin de Kinshasa. Et c'est ça que c'était un projet qui est là, mais quelle autorité a suivi? Alors qu'on peut devenir un grand producteur de bananiers, c'est-à-dire les bananiers, c'est quand ils sont, les bananes sont produites. Quand elles sont produites, maintenant on se dit, consommons d'abord ces bananes. Si, après avoir beaucoup consommé, tout le monde a la possibilité de consommer et qu'il en reste, c'est alors qu'on va penser à la transformation, à la conservation et autre chose. Mais je pense qu'on ne va pas terminer toutes les questions des téléspectateurs. C'est comme l'un des téléspectateurs qui a appuyé votre proposition d'investir d'abord dans le changement des mentalités de la population. Il disait, si l'État construisait des écoles, et alors des bonnes écoles pour apprendre à nos enfants le patriotisme par le patriotisme, le paiement des impôts, ce serait beaucoup plus mieux. Ça, quand même, ça pourrait jouer. Ça dit cet investissement, qu'on la déverse seulement de ce côté-là. Dans l'éducation aussi, pour la plupart. Non, ça, c'est les montants. L'État n'a pas que ça comme argent. Là, c'est l'argent réservé au territoire. L'État doit trouver d'autres moyens pour les écoles et autre chose. Mais nous avions dit, si dans la réalisation de ces projets, il est exigé une connaissance supplémentaire, c'est-à-dire qu'on renforce la capacité de ceux qui doivent agir, c'est alors qu'on doit intégrer dans ces projets le renforcement des capacités. Ce n'est pas le renforcement des capacités de la maternelle, ce n'est pas un enfant de maternelle que vous allez mettre au champ. Mais ceux qui doivent aller au champ, ou ceux qui doivent aller arranger les routes. Donc le projet prend aussi en compte la construction des écoles, des infrastructures si de base. Si c'est un besoin, parce que l'école, ça c'est un autre domaine, les hôpitaux, un autre domaine. Mais si le territoire estime que j'ai trop d'analphabètes, je dois aussi dans mon territoire avoir des écoles, ça c'est si le territoire estime que c'est une priorité, ils vont faire ça. Mais si on veut seulement avoir de bonnes routes, ceux qui doivent travailler pour avoir de bonnes routes, ce sont ceux-là qu'il faut former pour qu'ils soient capables de faire de bonnes routes. Ainsi, même l'agriculture, ils doivent être capables de faire ça. Donc, on doit aller, quand on approfondit, facilement on découvre tout ça. Mais maintenant, l'enseignement, c'est tout à fait normal. C'est un domaine qui est connu de tous. Maintenant, c'est dans l'enseignement, c'est les programmes d'enseignement qu'on doit revoir ou qu'on doit enrichir. L'enrichir comment? À travers les cours qui concernent les impôts. C'est déjà la fin, hein, à malheureusement. travers les cours qui concernent le patriotisme. Le patriotisme ne s'apprend pas simplement autour d'un cours civisme, puis vous apprenez le patriotisme. Non. Le patriotisme, l'histoire du pays. Mais ça suscite aussi le patriotisme. Les éloges, c'est-à-dire les valeurs culturelles du pays, peuvent aussi faire naître le patriotisme chez un enfant. Donc c'est tout ça qu'il faut maintenant combiner pour se dire quel type de théâtre il faut proposer aux enfants. Ce n'est pas des théâtres seulement de bouffons, ils se mettent à rire et puis c'est tout. Donc tout ça c'est consommer les programmes de nos chaînes de télévision.
Mais ça devait être aussi dans cette logique-là de renforcer le patriotisme. Voilà. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons une presse aussi sous-développée malheureusement. Comme dans tous les domaines du pays. Merci beaucoup, M. Bifoumane. Je pense qu'on va revenir peut-être prochainement pour répondre à d'autres questions. Je sais qu'aujourd'hui, nous en aurons encore davantage. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. On se retrouve prochainement. Continuez à poser des questions au numéro affiché au bas de votre écran. C'est un plaisir de vous retrouver. À la prochaine. Au revoir.